Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Deuxième bouquin, celui-là c'est une édition contre-culture, c'est nous qui l'éditons. C'est un petit livre de Maurice Talmer, dont le titre est « La franc-maçonnerie et la Révolution française ». Maurice Talmer est un type qui a vécu, un journaliste et un essayiste, et ce qu'on appelle un publiciste, quand on comprend que ça ne veut pas dire publicitaire, qu'on ne se trompe pas de mots, qui a vécu entre 1850 et 1931, et qui provient du boulangisme de gauche, et qui est devenu, comme souvent les gens qui réfléchissent aux mensonges républicains, sur la fin de sa vie, qui est devenu, je crois, s'est rapproché de l'Action française. On voit finalement que les gens qui étudient sérieusement la Révolution française et ses mensonges finissent, à la fin de leur vie, non pas par pensée réactionnaire, mais par progressisme, poussé jusqu'au bout de sa logique, à redevenir monarchiste. C'est un sujet très intéressant, et qui m'intéresse moi pas mal d'ailleurs, voilà. Donc ce petit livre est intéressant parce qu'il y a beaucoup de délires et de questions posées sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, le rôle notamment des Illuminati, en fait les Illuminés de Bavière, et ce livre, très sérieux, permet de rétablir une certaine chronologie, une certaine vérité. Il apparaît à la lecture de ce livre, et je le confirme moi-même d'ailleurs dans ma présentation de la Révolution française, dans Comprendre l'Empire, que la Révolution française est finalement la première révolution colorée de l'ère moderne. Hein. C'est essentiellement un coup d'État produit par des élites de réseau contre la France monarchique et catholique. Le peuple y a assisté, en réalité, comme spectateur, et les mouvements de foule ont été en général orchestrés par des agitateurs et correspondaient à un plan. C'est-à-dire que la Révolution française, finalement, ressemble beaucoup aux révolutions colorées qui ont succédé à l'effondrement de l'URSS, aux révolutions de Jasmin qui ont enflammé le Maghreb, et surtout, si on veut aller plus proche de l'actualité, à ce qui se passe en ce moment en Syrie, c'est-à-dire une entreprise de déstabilisation orchestrée à la fois de l'extérieur et aussi à l'intérieur, par des élites qui veulent mettre à bas un régime, effectivement, donc il y a quelque chose de programmé et d'élite. Et effectivement, vu comme ça, la Révolution française est un coup d'État de l'organisation maçonnique contre la monarchie et l'Église catholique. Et en fait, ce que nous appelons la Révolution française, qu'on nous vend comme une révolution du peuple, est la prise de pouvoir par les libéraux, les libéraux s'appuyant sur l'économie de marché, hein, d'où la violence de la loi Le Chapelier, l'escroquerie des assignats, et finalement la montée du prolétariat qui est le mensonge même des Lumières, hein, c'est-à-dire la misère ouvrière succédant finalement à la frugalité paysanne, et je dirais le pouvoir de la grande propriété foncière laissant la place au pouvoir de la rente fiduciaire. Hein. Donc tout ça est éclairé. En fait, la Révolution française est un coup d'État orchestré des réseaux maçonniques et de la puissance maçonnique, qui avait gangréné, comme je le dis d'ailleurs dans Comprendre l'Empire, toutes les élites aristocratiques, hein. Certains y participant de bonne foi, comme Robespierre, Saint-Just et d'autres, par idéalisme qui rejoint effectivement les idées de Rousseau, et d'autres, par contre, pour prendre le pouvoir et se goinfrer. C'est déjà le cas finalement en s'appuyant sur les encyclopédistes, hein. Donc ce sont déjà des libéraux dont la figure la plus sordide est sans doute Voltaire. Et puis surtout, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui l'État français actuel, qui est une république maçonnique, honore tous les traîtres à la Révolution par rapport à ce qu'elle prétendait être, c'est-à-dire les Danton, les Lafayette, les Mirabeau, et finalement voue toujours aux gémonies ceux qui y ont cru et qui ont essayé honnêtement d'accomplir la Révolution française, comme le dit très bien Guillemin, et comme je le partage moi-même totalement, c'est-à-dire finalement les vrais révolutionnaires authentiques qui faisaient la révolution pour le peuple, et qui ont été floués, manipulés finalement et éliminés, que sont Robespierre, Saint-Just et Marat. Je ne vois pratiquement que ces trois-là, puisque même Hébert était un agent anglais, c'est-à-dire il faut bien comprendre que Robespierre a été trahi et par son extrême gauche et par sa droite, par les Girondins, qui était finalement la bourgeoisie qui voulait prendre le pouvoir pour faire suer le burnous de façon différente et sans doute bien plus violente à la place de l'aristocratie, pour faire du paysan finalement un ouvrier. Et on voit bien que la condition de l'ouvrier en régime bourgeois est bien plus dure que la condition du paysan en régime féodal et en régime monarchique. Il faut bien comprendre que le roi était finalement le gardien de l'équilibre entre les féodaux et ceux qui étaient soumis aux féodaux, et qu'en général le roi était plutôt équilibrait plutôt à gauche la situation. On peut le comprendre d'ailleurs
quand ce sont des monarchies faibles avec des pouvoirs féodaux très forts, comme la Pologne du XVIIe, XVIIIe siècle, où on voit une très grande violence. C'est sans doute aussi la situation de la Russie tsariste, où les féodaux locaux, ça s'appelle les baronnies, sont ultra violents avec leurs serfs et leurs paysans, et que c'est plutôt le pouvoir royal qui maintient un équilibre. C'est valable pour la monarchie française. Ça explique aussi la violence de l'aristocratie polonaise et aussi le rôle d'une certaine communauté comme usurier et comme collecteur d'impôts. Et les jacqueries qui se succédaient à l'époque, qui chez nous s'appellent, qui chez eux là-bas s'appellent des pogroms, mais chez nous s'appellent des jacqueries. Hein. Voilà, donc on a un éclairage, je crois, très important pour comprendre la Révolution française que Michelet nous a toujours cachée, qui est le coup d'État maçonnique et bancaire contre un pouvoir monarchiste, je dirais foncier, c'est-à-dire la grande propriété terrienne, et catholique. Hein, voilà, ce qui explique aujourd'hui les rôles dominants de type comme Pétion, n'est-ce pas, qui incarne la laïcité, comme vous le savez. Il suffit de regarder la tête qu'il fait quand il regarde Netanyahou à Toulouse, pour regarder ce que veut dire la laïcité en régime de république maçonnique, hein, et en période de domination de ce qu'on appelle les Lumières et les droits de l'homme. L'escroquerie des droits de l'homme est déjà entièrement décrite dans ce livre, dans le processus, dans ce coup d'État qu'est la Révolution française au jour le jour. Hein. C'est parfaitement expliqué, démontré dans ce petit livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce petit livre dit la réalité de ce qu'on appelle les Illuminati, c'est-à-dire le rôle de cette maçonnerie qui a piloté le déclenchement de la Révolution française en s'appuyant sur les réseaux maçonniques français, et qui est ce réseau des Illuminés de Bavière. Hein. Voilà. Là, on n'est pas dans le délire, ça parle pas de reptiliens, mais dans le sérieux de ce qu'a été le réseau maçonnique des Illuminés de Bavière, piloté d'Allemagne, et peut-être, il paraît-il, financé déjà à l'époque par la dynastie Rothschild naissante, mais bon, ça c'est peut-être des spéculations, mais il y a des pistes. Et donc ce livre nous précise bien aussi ce qu'est la réalité non fantasmatique et non délirante des Illuminés de Bavière, voilà, et du rôle que cette maçonnerie a joué dans le processus de la Révolution française, qui est un épisode ultra violent, ultra sanguinaire, qui correspond beaucoup d'ailleurs à ce qui se passe en Syrie actuellement, je le dis, est un coup d'État organisé par les réseaux maçonniques de façon certaine. Et ces réseaux maçonniques sont toujours au pouvoir, hein. Ils sont toujours en train de dominer le peuple en s'appuyant derrière l'idéologie des droits de l'homme et la mythologie des Lumières, en trahissant systématiquement ces Lumières et cette idéologie des droits de l'homme et le peuple. Donc il n'est pas question d'être anti-progressiste sur les valeurs proposées, qui ramènent à Jean-Jacques Rousseau, mais de voir que ces valeurs ont été mises en avant par une élite d'argent, qui a manipulé le peuple, l'a séduit, en fait, pour prendre le pouvoir à la place d'une ancienne classe dirigeante, pour être envers le peuple encore plus violente que cette ancienne classe dirigeante. C'est ça, qu'avec du recul, que permet et ces divers éclairages, qui permet de faire finalement l'analyse avec du recul de ce qu'est finalement la démocratie bourgeoise aujourd'hui. Hein. C'est globalement un changement de pouvoir, des prédateurs qui prennent la place d'autres prédateurs, pour être encore plus violents que les anciens avec d'autres moyens, et qui est globalement, par rapport à ce que ça promettait et ce que ça disait, une énorme escroquerie. Et je vous le dis, c'est ce qui explique aujourd'hui que sont encensés comme révolutionnaires, par des avenues, des boulevards, etc., tous les traîtres à la Révolution, tous les vendus au pouvoir de l'argent, et tous les vendus même au pouvoir anglais, hein, les Danton, les Lafayette, les Necker, etc., hein, que des vendus au pouvoir bancaire, de façon évidente. Et les vrais révolutionnaires authentiques, c'est-à-dire l'incorruptible Robespierre, est toujours aujourd'hui traité comme un chien crevé, n'a aucune rue, même ni ruelle ni impasse à Paris. La seule rue qu'il est à Montreuil, puisque c'est une ancienne municipalité communiste. Voilà. Hein, donc j'ai fait le tour sur cette question passionnante. Donc de Maurice Talmer, La franc-maçonnerie et la Révolution française. Petit livre court mais très instructif, de 70 pages, pour le prix de 10 €. Voilà. C'est ce que Michelet nous a toujours caché, qui est le coup d'État maçonnique et bancaire contre un pouvoir monarchiste, je dirais foncier, c'est-à-dire la grande propriété terrienne, et catholique. Hein, voilà, ce qui explique aujourd'hui les rôles dominants de type comme Pétion, n'est-ce pas, qui incarne la laïcité, comme vous le savez. Il suffit de regarder la tête qu'il fait quand il regarde Netanyahou à Toulouse, pour regarder ce que veut dire la laïcité en régime de république maçonnique. Hein, et en période de domination de ce qu'on appelle les Lumières et les droits de l'homme. L'escroquerie des droits de l'homme est déjà entièrement décrite dans ce livre, dans le processus
dans ce coup d'État qu'est la Révolution française au jour le jour. Hein. C'est parfaitement expliqué, démontré dans ce petit livre. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce petit livre dit la réalité de ce qu'on appelle les Illuminati, c'est-à-dire le rôle de cette maçonnerie qui a piloté le déclenchement de la Révolution française en s'appuyant sur les réseaux maçonniques français, et qui est ce réseau des Illuminés de Bavière. Hein. Voilà. Là, on n'est pas dans le délire, ça parle pas de reptiliens, mais dans le sérieux de ce qu'a été le réseau maçonnique des Illuminés de Bavière, piloté d'Allemagne, et peut-être, paraît-il, financé déjà à l'époque par la dynastie Rothschild naissante, mais bon, ça c'est peut-être des spéculations, mais il y a des pistes. Et donc ce livre nous précise bien aussi ce qu'est la réalité non guerre, succédant finalement à la frugalité paysanne, et je dirais le pouvoir de la grande propriété foncière, laissant la place au pouvoir de la rente fiduciaire. Hein. Donc tout ça est éclairé. En fait, la Révolution française est un coup d'État orchestré des réseaux maçonniques et de la puissance maçonnique, qui avait gangréné, comme je le dis d'ailleurs dans Comprendre l'Empire, toutes les élites aristocratiques. Hein. Certains y participant de bonne foi, comme Robespierre, Saint-Just et d'autres, par idéalisme, idéalisme qui rejoint effectivement les idées de Rousseau, et d'autres, par contre, pour prendre le pouvoir et se goinfrer. C'est déjà le cas finalement en s'appuyant sur les encyclopédistes. Hein. Donc ce sont déjà des libéraux dont la figure la plus sordide est sans doute Voltaire. Et puis surtout, on comprend mieux pourquoi aujourd'hui l'État français actuel, qui est une république maçonnique, honore tous les traîtres à la Révolution par rapport à ce qu'elle prétendait être, c'est-à-dire les Danton, les Lafayette, les Mirabeau, et finalement voue toujours aux gémonies ceux qui y ont cru et qui ont essayé honnêtement d'accomplir la Révolution française, comme le dit très bien Guillemin, et comme je le partage moi-même totalement, c'est-à-dire finalement les vrais révolutionnaires authentiques qui faisaient la révolution pour le peuple, et qui ont été floués, manipulés finalement et éliminés, que sont Robespierre, Saint-Just et Marat. Je ne vois pratiquement que ces trois-là, puisque même Hébert était un agent anglais, c'est-à-dire il faut bien comprendre que Robespierre a la Révolution française dans Comprendre l'Empire, que la Révolution française est finalement la première révolution colorée de l'ère moderne. Hein. C'est essentiellement un coup d'État produit par des élites de réseau contre la France monarchique et catholique. Le peuple y a assisté, en réalité, comme spectateur, et les mouvements de foule ont été en général orchestrés par des agitateurs et correspondaient à un plan. C'est-à-dire que la Révolution française, finalement, ressemble beaucoup aux révolutions colorées qui ont succédé à l'effondrement de l'URSS, aux révolutions de Jasmin qui ont enflammé le Maghreb, et surtout, si on veut aller plus proche de l'actualité, à ce qui se passe en ce moment en Syrie, c'est-à-dire une entreprise de déstabilisation orchestrée à la fois de l'extérieur et aussi à l'intérieur par des élites qui veulent mettre à bas un régime. Effectivement, donc il y a quelque chose de programmé et d'élite. Et effectivement, vu comme ça, la Révolution française est un coup d'État de l'organisation maçonnique contre la monarchie et l'Église catholique. Et en fait, ce que nous appelons la Révolution française, qu'on nous vend comme une révolution du peuple, est la prise de pouvoir par les libéraux. Les libéraux s'appuyant sur l'économie de marché, hein, d'où la violence de la loi Le Chapelier, l'escroquerie des assignats, et finalement la montée du prolétariat qui est le mensonge même des Lumières, hein, c'est-à-dire la misère ouvrière. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Deuxième bouquin, celui-là c'est une édition contre-culture, c'est nous qui l'éditons. C'est un petit livre de Maurice Talmer, dont le titre est « La franc-maçonnerie et la Révolution française ». Maurice Talmer est un type qui a vécu, un journaliste et un essayiste, et ce qu'on appelle un publiciste, quand on comprend que ça ne veut pas dire publicitaire, qu'on ne se trompe pas de mots, qui a vécu entre 1850 et 1931, et qui provient du boulangisme de gauche, et qui est devenu, comme souvent les gens qui réfléchissent aux mensonges républicains, sur la fin de sa vie, qui est devenu, je crois, s'est rapproché de l'Action française. On voit finalement que les gens qui étudient sérieusement la Révolution française et ses mensonges finissent à la fin de leur vie, non pas par pensée réactionnaire, mais par progressisme, poussé jusqu'au bout de sa logique, à redevenir monarchiste. C'est un sujet très intéressant, et qui m'intéresse moi pas mal d'ailleurs. Voilà. Donc ce petit livre est intéressant parce qu'il y a beaucoup de délires et de questions posées sur le rôle de la franc-maçonnerie dans la Révolution française, le rôle notamment des Illuminati,
en fait les illuminés de Bavière. Et ce livre, très sérieux, permet de rétablir une certaine chronologie, une certaine vérité. Il apparaît à la lecture de ce livre, et je le confirme moi-même d'ailleurs dans ma présentation de la Révolution, trahi et par son extrême gauche, et par sa droite, par les Girondins, qui était finalement la bourgeoisie qui voulait prendre le pouvoir pour faire suer le burnous de façon différente et sans doute bien plus violente à la place de l'aristocratie, pour faire du paysan finalement un ouvrier. Et on voit bien que la condition de l'ouvrier en régime bourgeois est bien plus dure que la condition du paysan en régime féodal et en régime monarchique. Il faut bien comprendre que le roi était finalement le gardien de l'équilibre entre les féodaux et ceux qui étaient soumis aux féodaux. Et qu'en général, le roi était plutôt équilibrait plutôt à gauche la situation. On peut le comprendre d'ailleurs quand ce sont des monarchies faibles avec des pouvoirs féodaux très forts, comme la Pologne du XVIIe, XVIIIe siècle, où on voit une très grande violence. C'est sans doute aussi la situation de la Russie tsariste, où les féodaux locaux s'appellent les baronnies, sont ultra violents avec leurs serfs et leurs paysans, et que c'est plutôt le pouvoir royal qui maintient un équilibre. C'est valable pour la monarchie française. Ça explique aussi la violence de l'aristocratie polonaise et aussi le rôle d'une certaine communauté comme usurier et comme collecteur d'impôts. Et les jacqueries qui se succédaient à l'époque, qui chez nous s'appellent, qui chez eux là-bas s'appellent des pogroms, chez nous s'appellent des jacqueries. Voilà, donc on a un éclairage, je crois, très important pour comprendre la Révolution française.